Ok, donc on fait un petit recording. S'il y a un truc intéressant comme ça, ce sera dispo pour les autres. Donc on regarde en direct ce que vous devez être capable de faire. Donc c'est plus de dire, j'essaie de voir si vous arrivez à décrypter correctement le langage que je cache un peu dans les briefs hebdo. Donc déjà, est-ce que tout le monde a vu le brief hebdo ou pas? Normalement, ça doit être fait. Enfin, voilà, c'est plus de dire si c'est pas le cas, j'en ferai un résumé rapide. Est-ce que tous ceux qui sont là l'ont vu? Enfin, surtout ceux qui l'ont pas vu, dites non, que je vois si vous êtes nombreux ou pas. Voilà, Apple, il faut surveiller, hein. Je vous jure que si vous vendez Apple, vous allez vous mordre les doigts, hein. Mais voilà, ok. Donc cherche, ah, pas vu. Bon, il faut faire attention à deux facteurs. Donc comprendre que, donc j'essaie de le titrer le plus important. Il y a beaucoup d'incertitudes dans le marché actuellement, etc. La nanana, l'Ukraine, la Fed. Bon, voilà, vous pouvez chercher ce que vous voulez. C'est toujours pareil, ça c'est pour accrocher les débiles. Essayez de donner quelque chose à manger pour ceux qui pensent encore une fois que c'est l'information qui dirige les marchés. Non, l'information, elle catalyse des mouvements de prix, mais les spéculateurs, ceux qui travaillent réellement les marchés, n'attendent pas les catalyseurs pour prendre des décisions, hein. Ils anticipent, ils prennent des risques, et l'information derrière, elle vient confirmer ou infirmer ces différentes perspectives qui avaient été mises en place. Bref, quand l'information elle arrive, objectivement parlant, vous allez avoir soit tort, soit raison, mais il fallait prendre le risque avant. Vous comprenez ça? Ça vous parle quand je dis ça ou pas? Voilà. Donc, normalement, quand vous voyez un peu de volatilité par rapport à un truc, c'est-à-dire le marché bouge et on vous dit ah mais le marché bouge à cause de ceci ou à cause de cela. Bon, le réflexe principal, c'est que vous vous laissez bourrer le mou, vous regardez ces conneries et vous vous dites oh, c'est vrai et quel impact ça pourrait avoir sur les trucs que j'ai en portefeuille. Bon, j'espère que vous faites plus ça quand même, mais c'est vrai que ceux qui sont les nouveaux arrivants, etc., c'est le réflexe que vous aurez toujours parce que ben, comme ça catalyse de l'incertitude, bah, vous cherchez à remplir le vide. Donc la meilleure façon de remplir le vide, c'est d'écouter des gens qui ont l'air de savoir. Donc, je vous le dis, ça fait 10 ans que je vois des gens qui arrivent dans le marché et qui ont ces réflexes. Et c'est des réflexes que j'ai systématiquement moi aussi. Vous croyez que je ne ressens pas l'incertitude? Je la ressens, mais moi j'ai des mécanismes de protection qui font que je suis imperméable à ce genre de conneries. Vous, il va falloir vous les construire, ces mécanismes. OK? Donc c'est hyper important que vous compreniez ça. Si je vous fais chier avec l'incertitude et l'impatience, c'est parce que ce sont vos pires ennemis, mais qui ne vous quitteront jamais. Il faut juste mettre en place des barrières qui font qu'ils sont littéralement inefficients par rapport à vos décisions de trading. Et c'est ça que vous avez souvent du mal à comprendre. C'est-à-dire que si vous croyez que je suis un robot et que je ne ressens pas l'incertitude et l'impatience, vous vous plantez. Et ça fait 10 ans, hein. Donc autant te dire que si c'était le cas, oui, mais c'est pas vraiment. Ça, c'est faux aussi. Alors, ou non, c'est pas faux. J'aime bien le côté pyramide. C'est plus de dire que pour avoir les 60% de psychologie et les 30% de money management, si vous n'avez pas les 10% de stratégie, ça ne sert à rien. Donc, dans le sens, ce qui est important ici, c'est de comprendre que ici, la pyramide, c'est plutôt, elle se construit par l'inverse. Donc, moi, j'aurais construit la pyramide, mais à l'inverse. C'est-à-dire, tu as 10% en bas de stratégie, mais c'est la base. Tu ne peux pas monter ta pyramide sans ça. Le money management dérive de l'application et de la compréhension et de la rigueur d'une stratégie. Il n'y a pas de money management si vous changez les règles tous les matins. Okay, et comme je vous dis souvent, si vous changez de stratégie tous les 6 mois, bah vous pouvez passer 20 ans à essayer d'apprendre le trading, vous avancez pas, vous tournez en rond. Okay, donc, pour construire cette pyramide, il faut d'abord s'arrêter suffisamment longtemps sur une stratégie, la pratiquer suffisamment longtemps, éviter de choper les stratégies des gogoles qui les vendent 10 000 dollars sur Internet parce qu'elles ne sont pas meilleures et elles sont même souvent bien pires. Puisque l'objectif d'une stratégie, jusqu'à preuve du contraire, c'est d'atteindre l'autonomie. Donc comprenez que des mecs qui vous vendent 10 000 balles une formation alors qu'il y a des gars très compétents qui les donnent gratuitement, c'est qu'il y a probablement un hic derrière. Et que ce n'est pas le prix de la stratégie qui la rend meilleure. C'est plutôt que ces gars-là, généralement, ils vous vendent des services et ils font tout au contraire pour vous fidéliser bien plus que de vous autonomiser, entre guillemets. Ok? Donc retenez un truc, normalement, si vous voulez apprendre le trading, ce n'est pas les gens qui vous vendent des formations qui vous apprendront le mieux. Deuxièmement, la stratégie, c'est la base. Pratiquer cette stratégie pour comprendre et acquérir le money management, c'est effectivement en termes de temps, d'accord, ça prendra plus de temps. D'accord. Apprendre une stratégie, les règles d'une stratégie, c'est normalement à la portée de tous, hein. Voilà, c'est des règles que vous empilez, etc. Apprendre à les respecter et à les comprendre les règles, pas le marché.
c'est le money management. Je suis plutôt d'accord avec les 30%. Et 60% de psycho, ça va être d'être capable de faire ça sur la durée. Et comme je vous dis, pour éviter que la psycho, elle vous tombe dessus, c'est encore plus intéressant si, en tout cas moi c'est l'approche que j'essaie de développer avec vous, il y a une logique dans l'apprentissage de la stratégie et du money management qui fait que je vous prémâche déjà la psychologie. Ok ? C'est de comprendre que si vous pensez que les 60% de psychologie sont la base d'un trading profitable, bah là votre pyramide elle est à l'envers. D'accord ? Ça c'est, je sais pas qui a mis ça, mais c'est probablement un Gugus. Donc, non, la base, c'est la stratégie. Le money management, ça prend uniquement si vous appliquez constamment une stratégie. Ok ? Sa maîtrise fait que normalement, vous allez avoir une vision plus statistique du marché, plus qu'émotive. Ça reste que vous êtes un humain, donc vous ressentez des émotions. Donc, il y aura énormément de psychologie à ramener systématiquement vos sentiments dans le cadre d'un money management. Ça marche ? C'est de dire que c'est normal que vous ressentiez des trucs. Moi aussi. Et ne pas les ressentir, ce serait limite inquiétant. Ça ferait de vous un psychopathe. Donc, ce serait quand même dommage. La base, c'est de dire, par contre, les 60% de travail psychologique servent à filtrer 90% de la merde et de ramener les 10% restants dans le cadre de votre money management et donc de votre stratégie. Les actions que vous réalisez passent donc par un filtre psychologique, puis un filtre de money management qui n'est ni plus ni moins que l'application de votre stratégie. Est-ce dans ce cas-là, sous cette forme-là, on peut le comprendre? C'est-à-dire que si je prends ce truc-là que vous avez mis, ok? Ah oui, parce qu'en replay, les autres ne verront pas l'image. Donc, c'est juste de dire, d'accord? Dans ce cas-là, voyez-le comme un filtre. C'est de dire, dans ce cas-là, voyez-le comme un cône, d'accord? C'est de dire, ici, c'est l'action de trading, d'accord? C'est le moment où vous allez faire quelque chose. Ça, c'est le bombardement constant de toutes les informations qui arrivent dans votre entonnoir, ok? Donc, entre les informations qui vont générer de la merde et éventuellement l'information qui va générer une action, vous devez passer par 60% de rejet de ces daubes via la psychologie. Autrement dit, c'est encore des news pour faire parler les débiles, rien à foutre. Par contre, si cette news fait décaler un marché particulièrement intéressant, etc., quel est ce décalage? Dans quelle mesure il doit déclencher une action? Et si tel est le cas, stratégie, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Est-ce que je trade en breakout, etc. Vous captez que toutes les merdes que je vous mets dans la gueule tout le temps, en soi, elles servent à ça, à écarter 60% des trucs qui arrivent parce qu'ils servent à rien, à filtrer ceux qui peuvent passer ce premier filtre, mais encore une fois, de ce filtre, il n'y en a même pas un tiers qui ressort. Est-ce que sous cette forme-là, à la limite, ce truc de pyramide, il paraît plus logique? Oui? Ok. Bon, c'est important que vous voyez ça. Donc, j'essaie souvent de vous donner les astuces pour que vous commenciez à raisonner comme ça, où je vous dis, ne faites pas attention à ces infos, etc. Elles sont complètement débiles. Par contre, regardez tel et tel marché qui, eux, pour le coup, vont vous donner les vraies informations de money management, qui vous permettront de filtrer et de savoir quelles sont les informations qui nécessitent d'être traitées et quelles sont les infos qui servent à rien. Donc, la Fed et tout ça, d'accord, ça paraît aussi important que les mêmes news à la con qui sortaient il y a 2 semaines quand on nous disait je sais pas quoi, etc. Il y a toujours des raisons de s'inquiéter dans le marché. Alors après, c'est dans votre appréciation personnelle de savoir si celle-là paraît plus logique que l'autre. Donc, comme vos appréciations personnelles doivent pas réellement interférer, puisque vous êtes supposé utiliser des règles, c'est là où j'essaie de vous apporter la valeur de temps en temps, sans que ce soit direct, parce que sinon ça pourrait être vu comme un conseil en investissement, mais de vous dire, regardez ces marchés et faites votre taf, c'est-à-dire que ce soit ma stratégie ou celle d'une autre, appliquez vos money management sur ces actifs. Donc, je refais le taf, d'accord? Mais justement, je fais exprès de ne pas faire de technique dans les émissions hebdo, parce que sinon, c'est du conseil. Donc, si on revient sur le gold, on va le faire ensemble, puisqu'ici on est dans le Discord, on parle tous la même langue, donc vous devez être capable de voir qu'est-ce qui se passe sur le gold à l'ouverture. Parce que tout se joue sur la première heure d'ouverture des marchés américains et la clôture ce soir à 22h. On aura une première clôture daily et elle nous orientera un peu sur la tranche de la semaine. Donc, je vous ai déjà fait le filtre des actifs à regarder. Voilà. Donc, le gap haussier. OK, et pour l'instant, ça paye à l'ouverture à Wall Street. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous regardez? Regardez toujours les mêmes outils. OK, c'est-à-dire, c'est quoi ces contextes? Je veux que vous ayez toujours le même ratio, la même routine d'analyse. Premier truc que je regarde, clairement pas les prix,
ok, puisque les prix vous donnent, les prix déclenchent des émotions, et c'est pas ce qu'on doit faire. Et en plus de ça, donc là, vous avez des informations catalysantes et des prix qui se décalent. Bref, si vous regardez les prix, voilà. Donc on a juste vu qu'il y avait un gap, ok. Mais en soi, c'est pas par ça que vous commencez. Ok, la moyenne, elle est comment? Haussière, et elle commence à s'aplatir. Elle ralentit, mais elle était haussière. Ok, ça marche. Elle est où par rapport au contexte? Dedans. Ok, plutôt dans la partie haute même d'ailleurs. Comment sont ces contextes? À la hausse. Donc, la valeur relative est à la hausse. La valeur historique est à la hausse. Et qu'est-ce qui vient de se passer sur mes contextes sur les 5 dernières boîtes? D'accord? Le reste, je m'en fous. Je vous rappelle qu'on ne lit pas de gauche à droite pour essayer de faire l'histoire du marché, essayer de savoir ce qui va suivre derrière. On n'écrit pas une histoire ici. On n'est pas là pour faire des bouquins. On est là pour regarder quelle est la gestion du risque et quelle est la distribution des prix. Donc, les contextes au cours des 5 dernières barres se sont retournés sans que ce soit extrêmement violent. D'accord? On a un retournement de contexte. Ça s'est disjoint en bas, pas en haut. Bref, c'est pas la catastrophe, quoi. Ok? Donc, qu'est-ce que ça vous dit sur la structure de la distribution? Et le prix est là, hein, du coup, donc. Le prix est là, donc il est au-dessus des moyennes, au-dessus des médianes. Mais non! Alors, on lit dans l'ordre. Donc, on lit le type de distribution qu'on a. Est-ce que c'est un range ou est-ce que c'est une tendance? C'est un range. Est-ce que ce range s'inscrit dans une tendance? Bah, clairement oui, la moyenne était vénère haussière. Donc, cette fameuse tendance, elle s'est neutralisée et là, on pourrait être en phase de reprise de cette tendance, puisque contexte acheteur, les prix qui cherchent les distributions vendeuses, etc., etc. On est en train de chercher du vendeur dans une tendance acheteuse. Bon, voilà. On a l'histoire du marché là, et il n'y a pas besoin de lire ce qu'il y avait avant. On voit qu'il y avait une tendance, ok? On voit qu'elle s'est neutralisée et que là, on reprendrait éventuellement le sens de la tendance. Ok. Donc, dans un range, au sein d'une tendance, qu'est-ce qu'on cherche? La troisième borne. Point barre. Tout le reste, il n'y a pas besoin de se prendre la choux. Hein. Donc, c'est là où on remet ses prix. Mais en soi, il n'y a même pas besoin. Hein, si vous pouvez toujours faire sans les prix. Elle est où la troisième borne? UT contexte. Alors, oui, c'est vrai, merde. Je vais vous mettre... Tac. Donc, 1, 2, 3, 4. Merde, bon, je suis con, oui, c'est carrément spoilé. Bon, elle est là, hein, d'accord? On est passé très près du contexte, ok, d'accord? Et en plus, on est venu s'aligner par rapport à celle-là, qui est celle sur le canal de tendance. Même si le canal de tendance, elle serait même... Non, non, elle est là. Donc, vous avez celle sur le canal de tendance qui est là, et celle sur le contexte qui est venue s'aligner derrière. Autant vous dire que 1946, c'est un gros fucking niveau. Ok? Ça marche jusque-là? Ok, on compte les bornes quand même pour l'idée, d'accord? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah merde, bon, on est commencé à 2, mais bon, voilà, 7, ok? Et depuis, qu'est-ce qui se passe? Ah, on revient chercher le contexte et on n'est pas allé chercher le contexte opposé. Vous pourriez vous dire une accumulation, etc., etc. Hein. Oui? Est-ce qu'il y en a qui ont réfléchi comme ça? Ouais, accumulation? Eh ben non. Depuis quand on accumule quand il y a déjà eu une tendance? Quand on parle de tendance, dans tous les cas, on va sur l'UT supérieur. Oui, ça ressemble à une accumulation, mais je vous rappelle le contexte de tendance. Si vous ne regardez pas ce qui se passe sur l'UT supérieur, ça va mal se passer pour vous. Ok?
Ici, est-ce qu'il peut y avoir une accumulation ou quoi que ce soit? Non. Là, on est en train d'accumuler à l'intérieur d'un range du T supérieur. Donc ça commence mal déjà. OK? Parce que là aussi, on avait une tendance. Pardon. Hop. Parce que là aussi, on a une belle tendance. OK? Et là, qu'est-ce qu'on a? Opposition du contexte. Donc, on a bien notre troisième borne ici, qui était précédée d'une troisième borne de tendance ici. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Une troisième borne aussi, mais en hebdomadaire. Ça marche? Donc, quelle est l'UT de référence sur le gold? L'hebdomadaire. Donc, si je vous dis de regarder en daily, c'est parce que c'est intéressant parce qu'on a des ranges matures sur les UT supérieurs, mais on est toujours à l'intérieur du range hebdomadaire. Donc déjà, ça doit vous donner un truc, c'est qu'on a des niveaux techniques. On peut casser quelque chose en daily tout en restant neutre en hebdomadaire. C'est typiquement ça, le genre de marché que vous voulez voir pour lire les news correctement. Ok, donc là par exemple, tout le monde essaie de savoir, la Fed va remonter les taux, comment le marché va bien pouvoir prendre ça, est-ce qu'il ne va pas nous dégueuler des profits, etc. etc. Bon, et bien regardez le gold, c'est le premier truc. Quelle est la probabilité que le gold sorte du range daily, tout en étant bloqué par la troisième borne hebdomadaire? Donc là, est-ce que ça a l'air plutôt haussier ce truc-là? Ben oui, vous avez des structures qui ressemblent à des accumulations, ok? Vous avez eu des signaux de tendance sur le bas de cette structure en plus. Vous avez des alertes de range mature, donc là c'est très facile de tracer les bornes du range quand même. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de se tordre pour faire ça, quoi. Ok? Vous avez ça. Est-ce qu'on sort par le haut de la structure? Oui. Est-ce qu'on a l'air de casser les cycles? Oui. Donc il y a tout qui dit qu'on est en train de se barrer du range daily. Ah tiens, dans le sens de la tendance, mais qu'on va être keblo par le haut de range hebdomadaire. Normalement, ça doit vous parler. Ok? Donc si vous arrivez à voir ces trucs-là, je vous le donne en 1000, quand vous avez des ranges dans des ranges et qu'on va sortir d'un range de degré inférieur pour aller chercher probablement la borne d'un des ranges du T supérieur, c'est typiquement le genre d'actif que vous devez surveiller dans des phases d'indécision. Parce que ça vous permet de voir la zone spéculative qui pourrait être franchie par le catalyseur et de voir la prochaine zone à aller traiter. Ok ? Ça ne veut pas dire qu'on y va, ça veut juste dire que si réellement ce qui se passe en ce moment c'est catalysant, ça va probablement réaliser ce qu'on appelle les stratégies du moindre risque. C'est-à-dire que là, on sait que ça c'est très très probable, d'accord? Donc, si on ne sait pas où on va, quand on hésite, en général, on va sur les stratégies de moindre risque. Il n'y a pas un énorme gain à faire là. Il faut que vous compreniez que dans des ranges, il y a toujours des ratios d'un pour un. C'est-à-dire que celui qui se positionne sur le gold aujourd'hui en breakout, il sait qu'il vise ça, 4%, il sait qu'il va devoir mettre le stop là. Donc il y a autant à risquer qu'à gagner. Donc il faut que vous compreniez que c'est dans ces moments-là que les catalyseurs sont importants. Quand on est au sein d'un range et que vous connaissez déjà l'objectif en cas de sortie du range, si ça risque autant que ce que vous mettez comme tête de stop loss, enfin si ça peut gagner autant que ce que vous pouvez mettre en stop loss, comprenez que c'est sur ces actifs-là que les informations vont faire la différence. Est-ce que expliquer comme ça, c'est mieux? C'est souvent quand vous avez des ranges à l'intérieur des ranges que les cassures techniques catalysées par de l'information vont se produire. Donc, si vous cherchez à analyser de l'information, si vous avez ce type de structure, c'est banco, c'est là qu'il faut regarder. Ok ? Ça marche? Et après, Apple, c'est juste parce que ce matin, quand je l'ai regardé, elle était beaucoup plus baissière au niveau du gap à l'ouverture. Et pour l'instant, vous voyez qu'Apple, ça, c'est pas fou furieux. Ils ont ouvert ici, donc à 167. Moi, quand j'étais là ce matin, ça ouvrait ici. Hein. Donc, on était en pré-market. Je vais vous le montrer si on va à court terme. Je crois que le pré-market, on peut le voir. Est-ce qu'on peut voir le pré-market? Non. Alors, je vais le remettre. Fuck, c'est où les trucs de pré-market? Voilà. Donc vous voyez, moi quand j'ai vu le marché ce matin en première intention, 166, le gap baissier, il était vénère. J'étais là, wow, 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 pas bon ça pour Apple. Parce que s'il se mange un gap comme ça pue la merde pour ouverture baissière, accélération en gap baissier. Donc vous voyez que pour l'instant, Apple, pas vraiment la merde. Donc, la cassure du gold non suivie d'une accélération baissière sur Apple, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais le ravalement, ça, c'est pas grave. C'est la clôture daily qu'il faut regarder ce soir. Là, on a gapé moins que prévu. C'est-à-dire que si en plus on avait gapé 166, ça sentait vraiment la merde, hein, je vais pas te mentir.
Donc, le ravalement direct ne veut pas dire qu'Apple c'est haussier. Hein. Attention, vous ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Apple, ça sent très mauvais. Mais à court terme, en tout cas, il semble pas être en mode catastrophe. Oh putain, vite, faut tout vendre. Mais c'est pas bon. Hein. Non, ça veut dire qu'Apple ne donne pas la réponse. Ce qui est important, c'est de comprendre que si les deux planètes s'étaient alignées à l'ouverture américaine, cassure franche sur le gold et cassure baissière sur Apple, est-ce que ça envoie pas un message plus fort que juste de dire, bon, on va casser le gold, on va aller chercher la zone technique suivante, et puis on va rester toujours aussi indécis qu'avant? Vous le saisissez, ça, quand même, ou pas? Non? Le gold, il est très facile à lire, donc c'est lui votre référent, mais il faut derrière souvent utiliser un marqueur. Voilà. Moi, j'utilise Apple pour savoir s'il y a une probabilité que ça parte en couille. Parce que si Apple commence à partir en couille, bah dans ce cas-là, je vais être très prudent sur les take profit du gold. Je ferai quand même un TP, mais je ne m'amuserai pas nécessairement à être trop agressif. Voilà, ça voudrait dire les opérateurs se mettent en mode risk-off. Ils sont en train de faire péter Apple, ou comme je vous l'ai dit, ils sont probablement en train de l'arbitrer avec d'autres techs qui sont massacrés. Il y a un arbitrage aujourd'hui qui me paraît juste évident. Hein. Tu arbitres Apple et Nvidia, c'est easy. Voilà. C'est de dire, Nvidia, c'est très très haussier. Hein. On est d'accord, Nvidia, c'est vénère, de chez vénère. Ces deux-là, tu les arbitres à la vente face à d'autres qui sont massacrés, type, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a qui se sont fait démonter. Pas tant que ça. Mais bon, voilà, d'autres technos aussi, que je dis, vous arbitrez ce secteur-là, là, les super technos, etc., avec à côté, par exemple, de la biotech qui s'est fait démonter complet, quoi. Non, les actions sont probablement arbitrées par les professionnels, qui ont très bien compris qu'il ne faut pas avoir de système tendanciel actuellement, mais plutôt, au contraire, des systèmes de réduction des spreads, d'arbitrage de volatilité. Ok. Bon, bref, donc, vous regardez les deux, et donc, bah, si on fait simple, moi, j'ai des hypothèses, j'ai jamais de conclusion. Donc la seule chose que je note, c'est je vais regarder la clôture daily d'Apple ce soir et surtout la clôture hebdomadaire. Si la clôture hebdomadaire d'Apple elle est baissière avec un gap baissier, ça sent très mauvais et je vais commencer à empiler des ventes avec des stop-loss au-dessus de 176 parce que ce sont mes alignements de troisième borne et que ça sent pas bon pour Apple de l'avoir rejeté la semaine dernière déjà. Voilà. On avait une troisième borne, on est venu la rejeter sur l'UT supérieur. Donc déjà, tout ce que je sais, c'est que ici, on va ranger là. Donc Apple, je ne pense pas du tout que ce soit boule. Et je vous rappelle qu'un truc comme ça, quand ça freine, c'est pas bon signe. Maintenant, est-ce qu'Apple va forcément casser son support? Ça, j'en sais rien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si Apple, ça casse 160, ça va saigner sa mère dessous. Hein. Donc pour l'instant, on reste tranquille. Ok, c'est de dire, comme on a deux troisièmes bornes alignées, on a une extension du range. C'est-à-dire que le range, là, il va probablement s'étendre sur l'UT supérieur. Sa structure dépend de la nature de la troisième borne ici. Donc, normalement, est-ce qu'on est vendeur? Pas de signaux, d'accord? On a un joli alignement de cycle. On a tenu à l'intérieur des contextes, donc on a une nature de prix vendeuse, mais on n'a pas de signaux techniques vendeurs sur le momentum. Le momentum est neutre, hein, très suracheté, etc. Donc, bah, on ne sait pas. Soit effectivement, on va tenir ce support, mais voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que normalement, on va aller le chercher, ce support. Et on va voir. Soit il tient et on va continuer de maturer à l'intérieur, et après, soit on casse la troisième borne, on continue dans la bulle, soit on casse le support et ça commence à dérouiller sévère. Mais il faut que vous compreniez que sur Apple, les deux zones techniques, elles sont là et là. Donc ce matin, il n'y a aucun intérêt tant qu'on ne vient pas chercher le support. Voilà. Ah non, mais il n'y a pas à appliquer de neuneu. Neuneu, ça veut dire que tu vas trader. Je ne veux pas que vous tradiez Apple. Je veux que vous reteniez les niveaux techniques. Donc j'ai dit, tant qu'il n'y a pas de clôture daily au-dessus de 176, c'est sous pression et on a deux troisièmes bornes alignées, donc c'est très mauvais signe. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Moi, j'extrapole, j'ai 10 coups en avance sur Apple. Donc c'est de dire, moi je sais que si on casse ça, ça va être très mauvais. Mais vous ne devez pas anticiper ce genre de conneries. Vous devez juste savoir quels sont les niveaux à surveiller. D'accord? Vous avez une troisième borne, donc attendez qu'on vienne valider la quatrième, et après vous aurez tout. D'accord? Si le marché casse la quatrième borne, là, vous demandez à un expérimenté ce que ça veut dire. Et si le marché casse la troisième borne, eh ben on continue dans le sens des tendances haussières. OK? Voilà tout ce que vous devez savoir sur Apple. Vous savez tout sur Gold, vous savez tout sur Apple. C'est OK? En fait, moi, je vous jette des pavés dans la mare dans ces émissions hebdo, mais c'est vrai que de temps en temps, je reçois des commentaires qui me disent « Ouais, mais Phil, t'es pas assez clair dans les émissions hebdo. » Mais je veux pas être clair, justement. C'est à vous d'éclaircir ce que je dis. Si je disais les choses clairement, c'est du conseil en investissement. Ici, je peux le faire parce qu'on a la même stratégie et que j'essaye de vous l'apprendre. Donc, ici, c'est un cas pratique. C'est un cas de mise en pratique.
Mais si je fais ça sur TradingView, c'est limite conseil en investissement, puisque je vais dire, voilà les zones spéculatives, etc. Ça, c'est franchement pas bon. OK? Donc, j'envoie des messages subliminaux dans les briefs hebdo, et je distille du contenu éducatif sur la psychologie à adopter, etc. Les conneries à pas faire. Mais j'espère toujours que vous êtes capable de lire entre ces lignes. Pour vous, c'est hyper important. Vous et moi, on a le même langage. Donc quand je vous dis qu'il faut regarder le graphique daily du gold au sein des ranges hebdomadaires, normalement, il faut que vous soyez capable de transposer ce message-là en disant « Ah, il faut que je regarde gold, daily, hebdo, qu'est-ce qu'il a voulu dire Phil? Ah putain, oui, ok, c'est ça. » Ok? En gros, j'encrypte un peu le message pour que ce ne soit pas un conseil en investissement, mais vous, c'est un message que normalement, vous devez savoir décrypter si vous parlez le même langage que moi. Ça roule? Et donc sur Apple, quand je vous dis j'aime pas le marché parce qu'on a des alignements de troisième borne, vous ayez le réflexe. Ok, alignement de troisième borne, donc c'est laquelle la deuxième troisième borne? Est-ce qu'elle est de nature vendeuse, etc. Voilà. C'est ces questionnements que je veux que vous ayez. Non, non, non. Le gold en range, c'est justement lui qui veut dire il y a clairement de l'indécision et tant qu'on ne sort pas du range hebdo sur le gold, il n'y a pas réellement de changement fondamental sur les directions puisque pour l'instant, la structure, elle est formation d'une troisième borne à venir sur une unité hebdo sur le gold. Mais la troisième borne est plus haut. Donc le range daily a de fortes chances d'être cassé pour aller chercher cette troisième borne. Et dès que ça va démarrer, tout le monde va se chauffer sur le gold et il va probablement s'arrêter, parce qu'il va falloir former une troisième. Ça vous va comme ça? Ça ne veut pas dire qu'il va reverse avec un V-top le gold. Hein. Ça veut juste dire que celui qui va acheter le breakout, bah, la seule chose qu'il va pouvoir obtenir, est-ce que ce sera un breakout de tendance? On m'a dit non. Pour que ce soit en tendance, il faudrait dans ce cas-là qu'il n'y ait pas eu de tendance avant. Or là, on est en train d'accumuler dans le pullback. Le pullback, ça ne recrée pas une tendance. Le pullback, ça crée un excès final. Donc, la seule chose qu'on va avoir ici, c'est un breakout de range daily qui va nous amener sur la troisième borne hebdomadaire. C'est QFD. Des breakouts qui ne sont pas de tendance, ça génère généralement des ratios 1 pour 1, ce que vous voyez dans les ranges. Ça va pour tout le monde ou je vous ai perdu sur ces trucs-là? C'est des notions un peu abstraites, mais je trouve ça hyper important que vous arriviez à comprendre que la plupart du temps, l'indécision, elle catalyse des ratios risque-rendement d'1 pour 1. Donc quand vous trouvez des actifs qui vous proposent de façon visible et technique ces ratios 1 pour 1, c'est eux qu'il faut regarder pour savoir si l'information, elle est importante ou non. Si l'information en question, elle fait bouger le gold, qui ne propose que des ratios 1 pour 1, c'est probablement que ces informations n'ont aucun intérêt. Par contre, il faudra bien regarder ce qui se passe derrière une fois qu'on atteint les objectifs. Si le gold ne s'arrête pas sur la zone de la troisième borne et va faire un ATH, là, vous savez qu'il y a un gros problème. OK? Mais le gold, il ne faut pas être bearish. Hein. Je vous rappelle que dans les tendances haussières, si vous tradez les troisièmes bornes, vous tradez contre-tendance. Vous tradez des zones de prise de profit. Si je vous fais travailler les troisièmes bornes au début, ce n'est pas pour faire de la contre-tendance. C'est pour comprendre qu'un marché qui est neutre, même s'il est tendanciel, il ne va pas reprendre sa tendance tant qu'il n'aura pas fait une troisième borne. Vous vous opposez au marché à un moment où il n'a pas de direction claire. Donc le gold n'a pas de tendance. Et Apple, c'est très compliqué, je vous dis, puisqu'il s'agit d'une bulle. Donc une bulle, normalement, vous ne savez pas faire du reverse. Par contre, les troisièmes bornes, vous savez faire, non? Donc c'est pour ça que je commence à vous parler d'Apple, maintenant que je sais que vous pouvez lire ce marché, d'accord? Je vous en ai jamais parlé avant, et la troisième borne ici, j'ai loin de moi l'idée de la mentionner. Mais il faut que vous compreniez qu'Apple, je suis en train de la dégommer là. Et que plus elle me donne des signaux vendeurs, et aujourd'hui elle peut m'en donner d'autres, et plus je vais continuer. Hein. Mais il faut bien comprendre que là, aujourd'hui, je peux vous en parler d'Apple. Parce qu'il y a des troisièmes bornes, donc vous pouvez comprendre. Je ne veux pas que vous les tradiez, parce que... Ah, ou alors vous les tradez en troisième borne, c'est-à-dire vous la vendez ici, il n'y a pas eu de signaux, donc vous ne pouvez pas la vendre, que je sache, ok? Et si vous la vendez, vous visez la quatrième, et puis c'est tout, ok? Vous appliquez vos stratégies de range. Je ne veux pas que vous tradiez Apple, parce que je vous dis, c'est très nerveux, et il n'y a aucun volume, donc il ne faut vraiment pas traiter ça. Mais techniquement, vous savez exploiter ces stratégies-là. Vous savez qu'Apple est neutre, jusqu'à preuve du contraire, puisqu'on a une troisième borne. La question, c'est est-ce qu'elle va être validée, confirmée? Est-ce qu'elle va être cassée, la quatrième? On ne sait pas. Ok? Ça, vous savez lire. Vous connaissez les troisièmes bornes, donc regardez comment ça se passe au niveau des gestions du risque.
Là, votre troisième borne, elle est validée. Elle est donc vendeuse, mais sans signal, puisqu'on a rejeté à l'intérieur des contextes. Donc, normalement, son objectif, c'est d'aller chercher au moins la confirmation, c'est-à-dire la borne opposée. Et on va voir si elle arrive à casser cette unité de temps-là ou pas. OK? Ça marche? Mais vous savez qu'il y a un niveau horizontal important pour l'instant, c'est qu'il n'y a plus de potentiel haussier tant que Apple se maintient sous 176 $. Parce que c'est votre troisième borne. Donc vous savez que si on casse des troisièmes bornes en tendance, c'est que la tendance se poursuit. OK? Donc maintenant qu'on l'a validé ce matin, la troisième borne, bah vous savez que tant qu'on est sous 176, on est neutre au sein d'une tendance haussière. Ça marche? Donc vous ne tradez pas contre la tendance pour trader un crack parce que je vous l'ai dit. Vous ne tradez pas les cracks jusqu'à preuve du contraire, vous ne savez pas faire. Mais vous savez, normalement, vous avez toutes les clés de compréhension de la gestion du risque pour ce truc. T'en as rien à faire de là où il est mon stop loss, que je sache. Ça doit pas te... Voilà. Pour l'instant, vous ne savez pas. Vous savez que c'est un range vendeur validé, mais sans signaux. C'est tout ce que vous savez. Donc, vous ne pouviez pas le trader, mais par contre, vous savez que le retournement est pour l'instant validé. Donc, soit ça casse, soit on va chercher le contexte opposé, mais pour l'instant, il n'y a pas suffisamment de gestion du risque pour que vous soyez rentré vendeur. Ça marche? Même si en soi, l'algo ne l'a pas vu là, mais il y a une divergence cachée. Ok? Regardez la vague. Tac. D'accord? Le momentum le plus fort à ce moment-là, c'était ça. Bon, c'est très très limite, mais vous voyez qu'ici, on a eu un momentum haussier plus fort alors que le creux est descendant. Donc en soi, il y a une div cachée ici. Bon, elle est très... Je comprends pas d'ailleurs pourquoi l'algo l'a pas vu, mais bon. Ici, on est sur une divergence cachée. Donc à mon avis, il y a un signal vendeur qui rejette à l'intérieur des contextes sur une troisième bande du T inférieur. Je suis navré, mais c'est plutôt mauvais pour Apple. D'un point de vue technique, pour moi, c'est beaucoup plus favorable aux détériorations qu'au soutien. Donc, oui, je pense qu'il y a moyen que Apple ça dérouille. Mais ce machin, il a défié toute la technique, puisque je vous dis, c'est pas vraiment des traders qui tradent Apple, hein. C'est des managers, enfin, c'est des market makers qui font mumuse, qui sont forcés par des fonds spéculatifs à acheter l'action dans des très faibles volumes. Donc c'est du gamma trading, et le jour où ça s'arrête, ça fait très mal. Mais pour l'instant, la musique continue, même si la situation se dégrade. Real estate, sois plus précis parce que je vois pas de quoi tu parles. Il n'y a rien de spécial pour l'instant en real estate, mis à part la hausse des prix. Et puis ça touche surtout les États-Unis et les grandes villes états-uniennes. Où justement le système de périurbanisation version américaine, où ils visent des petites villes tranquilles en périphérie des grandes villes parce qu'ils veulent quitter les grandes villes, merci le télétravail. Donc, mis à part des zones de demande très spéculatives et l'immobilier urbain, il n'y a pas grand-chose d'inquiétant sur l'immobilier aux US. L'immobilier en Europe, qu'à cela ne tienne, ce sont des tendances qui sont en cours depuis des mois et des mois et des années. Donc je vois rien de plus. Moi, je vois pas d'accélération de ces tendances. URA. Non, mais moi, il faut me donner un actif à regarder. Voilà, URA, ça, je sais faire. Ah oui, en Chine, il y a un problème, ça, il n'y a pas de doute. Mais c'est pas un problème, c'est un problème de solvabilité de la dette. Mais c'est tout. Voilà, tant que la Chine soutiendra des taux bas, ils pourront emprunter pour payer les intérêts. C'est le même. La Chine, ce qu'elle connaît aujourd'hui, c'est le même problème qu'a connu les États-Unis il y a 5 ans. Seulement, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on dit oh, la Chine, c'est scandaleux, ils soutiennent le marché de la dette pour éviter l'effondrement. C'est exactement ce que font les États-Unis depuis 5 ans, les cocos. Donc, je vois pas trop pourquoi vous vous plaignez, en fait. Alors évidemment, c'est la version chinoise, donc c'est encore plus rocambolesque, parce que les mecs, ils ont quand même à la moitié de la population de la planète pratiquement chez eux. Bon, je grossis le truc. Mais voilà, c'est juste de comprendre que, évidemment, que les villes fantômes chinoises, etc., c'est rocambolesque comparé à l'immobilier américain. Mais il faut que vous compreniez que c'est le même problème qu'ils ont aux États-Unis. Mais pas nécessairement sur l'immobilier. Mais il faut comprendre que la dette corporate aux États-Unis, c'est catastrophique et c'est bien pire que la Chine, hein. Si vous prenez le capital de dette global mondialisé,
le real estate chinois, c'est bien, hein, mais c'est rien comparé à la dette corporate, la dette privée des États-Unis. Et il ne faut pas croire que la dette publique va pouvoir l'absorber. Hein. Il y en a qui croient que la Fed va racheter les bons, va racheter des titres de dette d'entreprise pour essayer d'éviter l'effondrement de la dette d'entreprise américaine. Mais oh les cocos, les États-Unis, là, malheureusement, moi j'y croyais à ce scénario-là, mais c'était avant le Covid. Là, ils ont tout fait pour racheter justement la dette corporate post-Covid, mais là, ils sont en train de resserrer. Donc, le plus gros problème qui pèse aux États-Unis, c'est la dette, qui pèse sur la finance en général, c'est pas le real estate chinois. C'est un des risques, mais à mon avis, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est combien de temps la Fed va pouvoir maintenir ce narratif de resserrement monétaire sans faire exploser sa propre bulle de dette corporate. Il est là le vrai problème. Parce qu'il faut comprendre que tout est interconnecté. Les dettes corporate américaines, qui c'est qui les détiennent? C'est principalement d'autres entreprises américaines. Donc, si vous avez des entreprises américaines qui font faillite, qui ne peuvent pas donc rembourser leurs dettes, ça veut dire que le bilan des autres entreprises qui détenaient une partie de cette dette, au final, c'est de l'argent qui disparaît. Donc, c'est de l'argent qui disparaît dans la trésorerie fictive, qui était déjà pas bien grosse des autres entreprises, qui fait qu'elles-mêmes vont devenir insolvables. Bref, vous comprenez le truc. Le problème, c'est que ça va plus très très bien aux États-Unis sur la dette corporate. Effectivement, les GNK. Ok ? Il faut comprendre que c'est pas beau. Voilà. Et quand vous voyez ce genre de truc, il faut comprendre que il est là le problème. D'ailleurs, c'est très bien de m'avoir fait penser à regarder GNK. Donc, vous voyez où il se situe le problème aux États-Unis? Il est là. Et GNK, il y a encore de la place au sud. Hein. Ça, c'est le sauvetage de la Fed pour éviter l'éclatement de la bulle de crédit. Ok ? Mais il faut bien être au courant que ça, un jour, ça va exploser. C'est inévitable. C'est 50 ans de baisse de taux pour éviter que ça se casse la gueule. C'est 50 ans d'endettement corporate des États-Unis avec un système tellement complexe que personne n'est capable de comprendre quoi que ce soit, puisque la dette des uns, c'est le capital des autres qui servent à s'endetter pour ceci. Bref, c'est une catastrophe atomique. Ok ? Mais non, mais arrêtez d'avoir un modèle. Si vous vous dites du coup ça doit s'écraser, etc., moi je ne suis pas d'accord. Pour l'instant, ce que j'ai, c'est un cycle haussier et un cycle correctif. Donc, pour l'instant, je ne suis pas cataclysmique là-dessus. Voilà. OK ? On fait nos contextes. Voilà, travaillons. Est-ce que vous avez suffisamment d'historique en mensuel pour faire quoi que ce soit sur GNK ? D'accord que non. OK ? Là, il n'y a clairement pas assez d'historique. Ça a la structure d'un range, un peu vendeur, mais bon, vous ne savez pas ce qui précède le range. Donc là, ici, au mieux, vous appliquez la stratégie neuneu. OK ? Et à mon avis, c'est même ce qu'il y a de mieux à faire ici. Hein. Vous foutez du neuneu et vous ne me prenez pas trop la tête. Bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'historique, mais voilà, vous aurez compris déjà en neuneu, d'accord, que ici, voilà, pour ma part, et pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a aucune borne neuneu qui est proposée sur ce graphique. Donc, sur ce time frame-là, il n'y a rien à faire. Vous allez en hebdo. Ah, là, on en a des choses à faire. Là, on envoie de la stratégie neuneu, non ? Donc là, qu'est-ce qu'il y avait comme achat ? Là, on achète de la dette corporate américaine, puisque de toute façon, il va y avoir le sauvetage de la Fed, en gros. Qu'est-ce qu'on a fait derrière ? On est venu taper dans la zone neuneu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là aujourd'hui, par exemple ? Parce que du coup, si tu achètes là, je vous rappelle, ça c'est un achat de type borne neuneu. Quel est l'objectif d'une borne neuneu ? Au retour aux moyennes et au niveau des médianes. Donc c'est par là qu'il fallait récupérer les profits. Ça, c'est de dire, tout le monde parie que le système va s'effondrer. Moi, je parie l'inverse. Bref, même s'il faut prêter à des entreprises à la con, je préfère le faire. Évidemment, je recevrai le taux d'intérêt, parce que Junk Bond, on est sur du 15 à 20% de rendement annuel. Donc là, les mecs, ils ont pris 15 à 20%, et en plus de ça, ils se sont fait rembourser le principal par la Fed. Donc c'est quand même pas mal. Et puis maintenant, évidemment, ils revendent le bébé à ceux qui sont assez cons pour acheter de la dette corporate assez chère. Donc, bref, c'est un système classique de montage. Donc après, maintenant, c'est de dire, maintenant qu'on a fait mumuse à l'intérieur de cette zone, c'est quoi le plus probable ? Le repli neuneu, voilà. Moi, c'est de dire, là, si on éclate la dette corporate américaine, je pense que ça vaut le coup de l'acheter ici. Donc, quelles sont les probabilités de voir la dette américaine s'écrouler à court terme ? Pratiquement nulles. Ça marche. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas. Ça veut juste dire que nous, statistiquement, on sait qu'ici, il va y avoir des supports. Donc, pourquoi on s'inquiéterait sur la dette corporate aux États-Unis ? Voilà, ici, il y aura un soutien. Donc, si vous croyez que la Fed va laisser tout ce bordel s'écrouler, etc., fin du monde, oh my God, on va tous mourir, ça paraît quand même assez peu probable.
puisque dès qu'on vient taper la zone bleue, on va probablement repartir à l'achat. OK? Par contre, la pression, elle est plutôt pas géniale pour les États-Unis. Donc je ne vois pas, encore une fois, pourquoi il y en a qui se mettent à l'achat du S&P 500 et autres conneries du genre. Voilà. Mais, est-ce qu'il faut parier à la vente? Non. Et est-ce que ça va tirer les cryptos à la baisse? Je suis toujours pas d'accord. C'est principalement un problème de dette qu'on a sur les États-Unis. C'est le même problème en Chine, mais pour d'autres raisons. Mais c'est principalement un problème de dette qui nous pend au nez sur la stabilité financière des prochaines années. Mais tout ce qu'on a devant les yeux, c'est de comprendre que si on a des pressions sur la dette à court terme, elles seront probablement absorbables. Alors oui, CRISPR, ça m'intéresse beaucoup. Moi, j'en ai en portefeuille, doucement. Hein, c'est de dire j'ai mis une première entrée spéculative, je me suis déjà fait péter 10% sur le prix d'entrée, donc c'est de dire c'est pas non plus... c'est très spéculatif. Hein. Maintenant, toujours pareil, quel est le ratio risque-rendement? CRISPR, on doit être par là, voilà. Donc CRISPR, pourquoi ça m'intéresse dans cette zone-là? Je sais pas, faites votre taf. Dites-moi ce que c'est que ça. Alors, est-ce que c'est le bon time frame déjà? Alors, j'enlève les prix, comme ça au moins vous arrêtez de vous faire fumer. Donc, comme d'hab, on fait la même analyse. Où est la moyenne? Sous les contextes. Qu'est-ce qui vient de se passer sur les contextes? Alors, moyenne haussière, d'accord, mais contextes qui viennent tout juste de se renverser. Et on regarde l'histoire des 5 dernières pour avoir la dynamique, d'accord? Donc, on vient de renverser violemment les contextes. Hein, regardez le 50%, la douille qu'il vient de prendre. Après avoir... Oh merde, renverser les contextes à l'achat. Putain, quelle histoire. Donc, comprenez ici qu'on a une contradiction. On a quelque chose d'haussier baissier, mais qui a un fond cosmologique haussier. Qu'est-ce que ça peut être comme marché? Range haussier. Voilà, tout simplement. Ça marche? Donc, où se trouvent les zones d'achat dans ces marchés? Par rapport à nos distributions. Est-ce qu'on achète dans le contexte ou sous le contexte? Et est-ce qu'on vend au-dessus du contexte ou dans le contexte? Ah non, mais là, sur l'UT supérieur, tu peux pas avoir de tendance. On n'a déjà pas assez d'historique ici. Ça m'étonnerait qu'on ait quoi que ce soit en mensuel. Ok. Donc, un range acheteur, on est prudent, d'accord? Mais clairement, ici, on voit le range acheteur. Qu'est-ce qu'on voit sur cette structure? Parce que là, clairement, c'est du range. Donc, on a mis 2 coups en haut. Vous connaissez les structures de range. Il y a une probabilité qu'on mette 2 coups en bas. Hein, et qu'on revienne donc faire un bon gros range neuneux, etc. Mais pour l'instant, ça a quand même mis de belles tendances. Hein. Pour un range haussier, là, ça doit vous alerter, ça aussi quand même. Et là, on voit bien qu'il y a eu un range entre les deux. Donc, j'ai même pas besoin de voir les prix. Je vois qu'ici, j'ai eu un mouvement haussier, qu'on a rangé ici, puisque je le vois du fait des boîtes qui sont restées stables. Et ensuite, on est reparti à l'achat, et là, on repart encore à la baisse. Putain, qu'est-ce que ça peut me donner comme structure? Bien sûr. Voilà, je commence à me dire, si c'est une tendance, la structure de ma tendance, c'est probablement pas une structure classique. Une vague 5 étendue, qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les prérequis, enfin prérequis? Qu'est-ce qui forme une vague 5 étendue plutôt qu'une vague classique? Alors, il y a l'overlap, ça c'est la structure technique. Mais en fondamental, qu'est-ce qui fait qu'on passe... Non, mais t'es pas obligé d'avoir... Ça, c'est des trucs qui vont généralement confirmer. J'ai jamais écrit nulle part que tu avais besoin d'avoir des alertes de volatilité dans les vaccins étendus. Non, ça, c'est toute la partie technique. Il y en a pas un qui voit, c'est pas grave, jetez des bouteilles à la mer. Attends, je regarde quand même Apple. Ok, pour l'instant, ils maintiennent la bourrique. On va voir. Non, non. C'est pas grave, jetez. Non plus. C'est pas une structure technique. Je repose la question. Le schéma classique d'une tendance, en tout cas le plus probable que vous arriverez à voir, c'est celui que je vous montre. Donc le schéma de la tendance primaire. On construit un range mature, on accumule éventuellement, mais c'est pas obligatoire. On a un breakout, généralement des suivis de tendance, puis une divergence, un pullback, un excès final. Voilà, super. C'est ça que je voulais comme réponse.
En général, quand on construit les structures alternatives, donc soit celle que je vous ai appelée vague 5 étendue parce que c'est celle qui correspond à peu près au même schéma héliotiste, et l'autre que j'ai appelée vague 1 étendue, ces trucs-là, d'accord, il faut comprendre qu'il y a souvent une structure fondamentale qui justifie leur utilisation à la place de la structure primaire. La vague 5 étendue, généralement, sont des marchés qui ont beaucoup de supply. Autrement dit, il y a beaucoup d'échanges qui sont réalisés, et du coup, la tendance n'émerge que par la disparition d'un des deux consensus. Autrement dit, sur CRISPR, il y a des gens qui sont haussiers, il y a des gens qui disent non, c'est n'importe quoi, et c'est quand ces gens qui disent non, c'est n'importe quoi vont se faire démonter, on aura probablement l'émergence d'une tendance dans la phase finale. Autrement dit, d'abord on racle du vendeur jusqu'à ce qu'ils disparaissent, et quand les vendeurs disparaissent, le prix explose et crée la fameuse vague 5 étendue, qui est souvent très excessive, puisque d'un coup on va chercher des vendeurs qui ont disparu. Et c'est pour ça qu'on décale le prix donc sur une autre zone de valorisation, etc. Encore faut-il donc qu'il y ait des bénéfices qui le justifient. Hein. Je vous rappelle, c'est une tendance, pas une bulle. Donc, après, ici, est-ce qu'on a les prérequis? Essayez de rationaliser. Supply important. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Enfin, comment vous pourriez rationnellement essayer de vérifier ça? Parce que je veux essayer qu'il n'y ait pas trop de subjectif. Oui, il y a aussi le cas de la tendance multi-time frame, etc. Mais là, ce n'est pas le cas. Et ça, vous attendez que j'ai fait le cours hein, pour la tendance multi-time frame. Je ne veux pas vous voir jouer. Voilà, le volume. Super. Regardez-moi ce volume. Ça monte. On a une hausse de demande moyenne sur le volume. Ça, c'est effectivement très favorable à la structure vague 5 étendue. Donc là, maintenant, on remet les prix et on regarde où se situe l'overlap. On est où sur CRISPR? Ah, overlap. Ben voilà pourquoi je prends CRISPR. C'est tout con. Ça marche? Je paye l'overlap et je sais très bien hein, que mes invalidations, elles se situent pratiquement sous l'ancien support là. Donc oui, CRISPR, je rentre ici et je peux me faire dégommer plus de la moitié du capital. C'est ça le risque que je prends. Mais pour quel rendement? Voilà. Est-ce que tu crois que je vais sortir sur la troisième borne? Non, elle est déjà faite. Donc c'est bien de comprendre que j'ai une troisième borne ici et qu'au contraire, CRISPR, c'est dès qu'on casse 160 $, c'est là où je sais que j'ai raison et c'est là où je vais renforcer mon exposition. Dans le but d'une tendance. Ok? Ça marche? Mais je sais que ma gestion du risque, elle se situe ici. C'est là, la prochaine fois, que j'ai soit tort, soit raison, mais c'est là, maintenant, que le marché m'intéresse. Je suis rentré en position. Ici, j'ai perdu. Je prends ma perte, je passe à autre chose. Là, j'ai eu raison. Mais attention, c'est aussi là que va se trouver des prises de profit. Donc après, je m'en fous. Il peut y avoir un repli. Tout ce que je veux, c'est qu'on ne revienne plus sur mon prix d'entrée. Ici, c'est là que je me mets à break-even, quoi. Ça marche? C'est des stratégies, les gars. C'est aussi con que ça. Construisez vos stratégies. Je m'en balèque de CRISPR. J'ai juste une stratégie que je connais, que j'exploite. Et balèque, à chaque fois que je vois ça, j'achèterai toujours ces putains d'overlaps sans réfléchir. Ça marche? Quand vous vous posez la question de savoir pourquoi j'ai parlé d'un actif ou d'un ceci, cela, essayez de produire l'analyse. La plupart du temps, vous êtes capable de le faire. Ou alors, effectivement, je préfère que vous me demandiez, Phil, c'est quoi ta stratégie sur tel ou tel actif? Moi, si vous me posez ça comme question, j'ai aucun problème à le faire. Ok? Non, je viens de te faire CRISPR, t'es la doc, tu te démerdes. Ok? Essayez de produire aussi vos propres analyses. C'est hyper important, les gars. D'accord? D'autres questions? Sur les cryptos, je pense que vous en avez. Et après, on s'arrête. Je veux pas que ça dure 2 heures. Il faut que je regarde si j'ai des mails à répondre. Attendez, une seconde. Je vous enlève l'écran 2 secondes. Je regarde. Tac. Une petite seconde. Faites voir ça. Est-ce qu'il y a du mail? Niet. Ah, tiens, d'ailleurs, ils sont pas nombreux, hein, les mecs qui ont demandé un remboursement la semaine dernière. Donc, encore une fois, ceux qui ouvrent leur gueule, hein, il ferait mieux de la fermer parce que oser venir critiquer quand tu payes pas un sou, putain, la con de vos races, quoi. Ah, je te jure qu'il y a des claques qui se perdent. Hein. Oui, non, mais moi, je laisse la porte ouverte. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas tant que j'ai pas de retour concret. Donc, voilà. Hein.
de tous ceux qui venaient l'ouvrir, là, il n'y en a pas un qui paye. Donc ils peuvent juste fermer leur gueule. Quand un contenu est gratuit, si tu trouves le temps de critiquer, bah, tu t'en vas. Hein. Bref. Oui, j'ai dit tous ceux qui sont pas contents parce que j'ai fait des vidéos sur Avax et que j'ai fait chier l'Avax Army, d'accord? S'ils sont pas contents et que dans ce cas-là, ils pensent que tout le contenu Pro Indicators est à jeter à la poubelle parce que je suis un vilain méchant qui veut vous influencer à vendre Avax et à acheter Atom, hein? Bah, j'ai dit, si vous êtes dans mon Discord et que vous pensez que c'est ce que je fais réellement, que je vous influence, etc., et ben j'ai dit, je m'engage à vous rembourser intégralement tout ce que vous avez payé de Pro Indicators et vous vous cassez. Voilà. Ça marche? C'était le deal, hein. J'avais dit, je vous laisse 48 heures. Toute personne pendant 48 heures qui viendra me demander un remboursement intégral de sa somme sera remboursée sans poser de questions. C'est fair play quand même. Va en trouver un autre de formateur qui fait ça, tiens. Bearish dollar, bearish stock market, bullish crypto, bullish commodities, neutral real estate. Oui, alors le dollar est neutre, donc c'est pour l'instant c'est neutre dollar, mais je pense qu'il aura une dimension baissière. Je pense pas que le marché soit baissier, du coup à cause du dollar, c'est de dire la valeur relative du marché action va baisser, mais elle sera compensée par une baisse du dollar. Autrement dit, je pense pas que les prix des marchés américains vont baisser. Mais par contre, si vous, en tant qu'investisseur étranger, vous achetez une action américaine, son prix va rester stable, mais comme l'euro-dollar va baisser, qu'est-ce qui se passe? Quand vous prendrez vos bénéfices, vous reviendrez avec moins d'euros à la fin. Donc c'est clairement pas aux États-Unis qu'il faut acheter, les gars, hein, je vous l'ai dit. Ou alors il faut acheter vraiment des actifs qui vont surperformer cette baisse relative du dollar. Vraiment, il faut chercher de la croissance aux États-Unis. Putain, c'est pas chez Apple que vous trouverez de la croissance. Enfin si, c'est possible, mais c'est tellement risqué d'acheter une bulle. Enfin, voilà. Et pareil, les autres gros producteurs de croissance aux États-Unis, ce sont des trous noirs qui absorbent toutes les liquidités depuis un an de Covid. Des machins, ils ont fait x2, x3 depuis le Covid. C'est pas maintenant qu'il faut les acheter. Ok? Tout ce qui a déjà fait x3 depuis le Covid, c'est pas la peine. Stop. Et puis surtout, posez-vous la question. Quelqu'un qui a produit de la croissance pendant 20 ans, quelle est sa probabilité pour qu'il en reproduise encore? Le précédent historique, c'est que malheureusement, les gens qui ont produit de la croissance dans le passé, dans chaque cycle de croissance du marché, c'est quand même, ils ont changé, d'accord? Les General Electric des années 2000 ne sont plus là aujourd'hui pour produire la croissance. Donc, quelle est la probabilité que les Apple et trucs comme ça soient encore là dans 10 ans? Ça reste compliqué. Ils seront probablement remplacés par d'autres modèles. Dollar Row, oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le 7, le 13, Juno and Adam Stakers, Row and details are coming on the internal quoi. Ok, bah vous me tenez au courant dès que Row arrive. Mais bon, sur Juno, il y a déjà eu Neta. T'as vu la quantité de thunes lâchées par Neta. Je ne m'attends pas à ce que Row soit un gros airdrop. On s'est également fait niquer celui du Gravity Bridge, qui s'avère être une grosse daube en fait. Hein. Enfin, perso, je suis allé tester le Gravity Bridge justement pour voir ce que c'est. C'est une belle merde au final. Donc je pense pas que le Gravity Bridge récolte tant de valeur que ça. Donc je suis pas déçu. Hein. J'étais déçu d'avoir raté le drop. Enfin, d'être pas éligible à l'airdrop à 1 semaine et demie près. Mais je suis pas déçu au final. Parce que je pense que le Graviton, si je l'avais reçu, je l'aurais probablement vendu au moins en moitié. Faudra en garder. Enfin, j'en aurais gardé un peu au cas où. Mais là, aujourd'hui, Gravity Bridge, force est de constater, il faut utiliser le projet. Pas génial, génial. Hein. Enfin, je vois pas l'utilité du truc au final. Peut-être que ça servira comme d'un module, d'accord? Mais c'est plus de dire qu'à mon avis, ce qui va avoir de la valeur, c'est pas la blockchain qui utilise ce module, c'est le module. Encore une fois, la valeur de Cosmos, c'est pas forcément les blockchains qui le composent, c'est le fait que ce soit accessible, facile. Autrement dit, demain, si tu veux bridger de l'Ethereum sur ta blockchain, pour par exemple collatéraliser des Ethers ou n'importe quel ERC20, tu utiliseras la techno du module Gravity Bridge. Tu ne seras pas obligé de passer par la blockchain Gravity Bridge, sauf s'il y a un intérêt financier à le faire. Mais moi, je pense encore une fois que ce que développe Cosmos, l'écosystème, pas la blockchain Atom, c'est principalement de construire des modules que vous pourrez incorporer dans vos propres blockchains souveraines. C'est un peu tout l'intérêt du truc. C'est pas de fragmenter toutes les offres, c'est de produire des offres variées et ciblées. Et infinies, de dire derrière, tu viendras créer ta blockchain. Et si tu as besoin de collatéraliser des actifs sur Ethereum, tu utiliseras le Gravity Bridge dans le SDK.
Voilà. C'est des modules. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. C'est modulaire. Voilà. Ok. Ah, mais toi, tu as reçu l'airdrop? Est-ce que tu as vu des structures de prix? Tu t'es fait dropper combien en valeur à peu près? Bon, après, s'il n'est pas sur Osmosis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bootstrap encore, mais... Ah non, c'est pas facile de tout suivre. Je vous ai dit que Cosmos, il y a énormément de valeur à récupérer dans cet écosystème, mais il va falloir vous sortir les doigts du cul. C'est pas aussi simple que juste ah bah je buy and hold. Hein. Bah, le seul truc qui pourrait faire buy and hold, c'est Atom, et je vous ai dit, ça paraît en l'apparence facile, mais il y a beaucoup de risques. Atom, c'est un pari qui vous rémunérera bien si ça passe, mais si vous achetez aujourd'hui et que le pari échoue, c'est une perte nette. Hein. Voilà. 230 gravitons. Alors après, bon, je ne vais pas te demander. Non, non, on va éviter les détails d'étalement de richesse ici, mais voilà. Ok. Oui, c'est juste pour avoir une idée de ce que j'ai raté. Je me suis quand même bien fait niquer sur Neta et je l'ai bien mauvaise aussi, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas du coup? Tout est clair donc sur les cryptos, hein, le rebond devrait être global, principalement concentré sur le top 20. Enfin, en tout cas, c'est sur le top 20 qu'il faut mettre vos jetons et pas chercher à me chercher la micro-cap qui va bourrer. Essayez de ne pas concentrer toute votre valeur dans l'écosystème Cosmos. Je ne sais pas si vous avez remarqué que l'écosystème Cosmos ce week-end, c'était un peu la folie furieuse sur Injective, Band Protocol. Donc voilà, ça bouillonne hein, sur Cosmos, je ne vais pas vous mentir. Voilà. Maintenant, ça reste encore très, 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 très spéculatif. Mais certaines blockchains de l'univers Cosmos se retrouvent très violemment arbitrées. C'est-à-dire que, en fait, vous avez des gros acheteurs qui arrivent d'un coup, ils explosent littéralement tout le carnet d'ordre parce qu'il y a pratiquement peu de jetons qui circulent. Donc, dès qu'il y a un gros bonhomme qui veut arriver, il explose les carnets, quoi. Et derrière, tout de suite, hop, vous avez les robots qui viennent arbitrer et qui font rebaisser le prix. Mais tant qu'on tient les bottoms, c'est-à-dire par exemple que ce soit Band Protocol ou les autres là, quand ils montent comme ça, d'accord, tant qu'on tient l'ancien support, c'est qu'il y a juste eu un gros acheteur qui est arrivé ou plusieurs gros acheteurs. Alors évidemment derrière vous avez tous les gogoles qui arrivent pour trader le momentum, mais donc c'est de comprendre que tant qu'on reste maintenant au-dessus, bah, on fait la même stratégie que les autres, c'est-à-dire on reprend un support. Petit à petit et on reconstruit la hausse. Hein. Ça, avoir une mèche comme ça ne veut pas dire ah mon Dieu, rejet des prix, on va s'écraser. Ça veut juste dire on va regrignoter dedans petit à petit. Hein. C'est juste ça, c'est des anomalies de liquidité dues à la faible profondeur de marché sur ces trucs-là. Voilà, donc ça veut dire patience. Ça veut surtout dire que s'il y a de la demande sur ces actifs, il n'y a pas d'offre. Hein. Il y a vraiment zéro offre. Voilà, donc là, c'est d'un coup, vous avez un gros pump de volume. Pour l'instant, la clôture est haussière. Ça veut dire que l'offre et la demande se sont bataillées, mais pour l'instant, les prix sont à l'achat. Donc, très bon signe pour ma part. Bref, ça, globalement, ça veut surtout dire toujours ce que je voyais, hein, c'est que les yeux sont clairement en train de se tourner vers Cosmos. Et donc, il faut faire attention. Oui, oui, le 28 janvier, il y en a pas mal qui arrivent, effectivement. Alors ça, je ne sais pas, non. Je ne sais pas pourquoi ça y est pas encore. Après, c'est toujours pareil, c'est permissionné comme truc. Hein. Il suffit que Injective n'ait pas ouvert l'IBC sur Osmosis, et puis voilà. Oui, mais l'IBC, tout est permissionné. C'est pas parce que tu actives IBC que toutes les blockchains peuvent se connecter à toi. Tout est permissionné. Si tu ouvres les canaux, ou surtout, tu peux les fermer, ou tu peux ouvrir tout et en fermer certains. Airdrop de qui, de quoi? Ah, un airdrop le 21 et 3 le 28. Oui, 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 oui. Bon, de toute façon, vous suivez ça toujours sur les mêmes trucs. Ces canaux là de machin là. Il y en a plusieurs, des airdrop checkers là, etc. Et voilà, ils se mettent à jour. Donc vous suivez ces trucs et puis voilà. Donc vous voyez qu'il y a du monde. Je vous rappelle que 80% de ces trucs n'auront que très peu de valeur. Donc vous vous ferez airdropper selon ce que vous avez mis en atome ou en machin, selon votre niveau d'éligibilité. La plupart des airdrops seront de petits montants et en plus d'aucune ou pratiquement aucune valeur. Donc vous pouvez les garder en disant c'est peut-être des pépites, je préfère garder un petit montant, etc. Ça, c'est ni plus ni moins pour moi le même principe
que le loto, hein, qui est de dire c'est des petites mises qui peuvent devenir beaucoup, donc je préfère jouer. Je peux comprendre, mais moi, encore une fois, je joue pas au loto. Moi, c'est de dire ces petites mises, le projet m'intéresse pas, je veux pas le garder en mode peut-être que ça vaudra une blinde un jour. Ouais, je le vends, et puis si un jour ça vaut une blinde, je le rachèterai. Mais comprendre que voilà, moi j'ai le raisonnement inverse. À partir du moment où je sais qu'il y a très peu de valeur dans beaucoup de projets, je préfère vendre beaucoup de projets et réaliser des gains concrets, d'accord, que de miser petit en espérant gagner gros. Sur le reset des bornes quand on fait des nouveaux plus hauts. Reset des bornes. Donne-moi un cas concret. Sur quoi vous vous êtes pris la tête? Ouais, c'était par rapport à la lame jaune de la dernière fois. La quoi? En gros, la question, c'est est-ce que on le reset dès qu'on a fait plus de 65% de Non, 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 retracement non. ou Donne-moi un cas concret. quand on a squeezé la nouvelle borne? Donne-moi l'actif en question et le time frame. Qu'on regarde un graphique, comme ça, Ouais, moi, c'était AMGN, Ah, quoi? AMGEN, Ça? Angen? Non, ça m'étonnerait. AMGEN. Ah, Amgen. Ok. Ouais, c'est ça. En daily, et c'était vers 2015, je crois. 2015? Ah, pardon. Oui, oui. Là, ok. Là, Ouais, c'était vraiment ici, ouais. pour le décompte des En bornes. fait, Ah, savoir ouais, si en fait, là, tu ici, au dois niveau de la repartir à un. croix, Oui, oui, là, tu dois, hein. C'est pas une histoire de 105% ou etc. C'est plus de dire, il y a parfois des marchés, là, je pense que c'est le cas, où effectivement, il va y avoir une zone d'ombre et tu sais pas. Mais rappelle-toi ce que je vous ai dit par rapport à ça. Quand vous avez vraiment une zone d'ombre, c'est-à-dire que les règles que je vous ai données, qui sont supposées vous apporter la réponse, eh ben, elles vous en apportent pas. Pose-toi la question, est-ce que ça vaut le coup de te prendre la tête ou pas? La plupart du temps, s'il y a indécision, c'est souvent que vous faites un truc qui n'a pas d'intérêt. D'accord? Alors, essayons de répondre à la question. Donc, j'imagine que tu te poses la question de savoir s'il y a une troisième borne ici parce qu'il aurait fallu recommencer le compte ici. C'est ça? ouais. Ou dans ce cas-là, il ne faut pas recommencer le compte ici et le range fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. C'est ça la question? Yes. Ouais, bon, en fait, moi, avant, je partais du principe que c'était le cas, mais dans la live room, tu dis, bah, en fait, on n'a pas squeezé cette zone parce Alors, qu'on c'est n'a pas vrai atteint que le là, contexte du test supérieur. pour le squeeze, c'est pas assez parce que le squeeze, il aurait fallu donc déporter ça. OK? On Ok, est mais d'accord. donc, du coup, c'est pas parce qu'on ne squeeze pas la Squeeze, borne il faut, qu'on voilà, ne reset pas forcément le décompte. voilà. Donc ici, je vais être très franc, que tu fasses cette solution-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, du coup 7, 8, 9, 10, je suis pas contre, parce que pour moi, dans ce cas-là, tu n'as jamais réellement dépassé ce niveau. Tu vois, ici, tu as pichenetté au-dessus, derrière, tu échoues encore, tu vois ce que je veux dire? En soi, pour moi, ça, c'est le même range. Maintenant, donc, si tu as la version alternative, tu me dis, du coup, il y a une troisième borne ici, ok, elle n'y est pas d'ailleurs, puisque je viens de voir qu'elle n'est pas bonne. Pour qu'elle soit en retard, il fallait ici casser le plus bas, ce qu'on n'a pas fait. Donc, la seule troisième borne qui existe réellement sur ce truc, elle est là. Il n'y en a pas d'autre. En fait, par élimination, il n'y en a pas ici, hein. À première vue, je pensais, mais non, il n'y a rien. Là, le seul truc qu'il y a, c'est tu as une troisième borne ici, et puis c'est tout. Et par défaut, Ouais, mais comme il n'y alors, en a pas là, du coup, du coup, si ça, c'est ta troisième borne, à défaut, moi, je peux que placer la 8 oui, mais ici. ici, c'en était une aussi. Enfin, elle était tradable, il y avait eu un retournement de contexte et tout. Oui, celle-là, théoriquement, comme je te dis, fonctionne par élimination. Là, c'est de dire, théoriquement, ici, effectivement, tu aurais dû faire une troisième. Du coup, elle se fait squeezer, pas squeezer, parce que du coup, c'est pas vraiment squeezer. Donc, ce serait, à défaut, on va dire, un retournement double top. Donc, dans ce cas-là, tu placerais ta troisième ici. Et pas là. Donc, soit la troisième, elle est là, si tu considères que là, on a fait un nouveau plus haut. Soit tu dis, on n'a pas fait un nouveau plus haut, on a juste fait un débordement marginal pas suffisant pour considérer qu'on ait fait un nouveau plus haut. Dans ce cas-là, ma troisième, elle est là. Et donc, du coup, le fait qu'on considère un débordement non marginal, c'est juste en fonction du retracement. Il n'y a pas d'autres règles. Alors, dans tous les cas, celle-là, est-ce que tu aurais pu la trader? On est d'accord que non. On l'aurait traité en dessous et on se serait fait stopper ou pas. Ça dépend de Comment la tête ça? du stop. Là, tu n'avais pas de signaux, donc tu n'aurais pas pu trader quoi que ce soit.
Donc là-haut, en débordement, tu aurais encore moins pu la traiter. Donc le seul endroit où tu aurais pu concrètement te poser la question, c'est là. C'est de te dire, dans ce cas-là, est-ce que je trade ou non celle-là? On est d'accord? Ouais. Je nous remets en contexte parce que c'est important de voir le truc. Pour moi, le seul moment où tu peux te poser la question, c'est là. Pour moi, je te réponds clairement que là, pour moi, je me poserai mais même pas la question. Hein. J'ai des signaux vendeurs, on est dans le contexte, je te jure que ça, je vends. C'est validation, confirmation, si on casse le point bas ici. Voilà. Là, moi, j'hésiterai pas une seconde à prendre ça comme une troisième. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus de dire, après, à toi de voir comment tu veux te positionner. Mais moi, je pense qu'au bout d'un moment, vous vous prenez des fois la tête à vouloir exactement tout structurer, accepter de ne pas savoir, mais juste de réduire le risque. Quant à ce genre de signaux techniques, tu ne dois pas te poser 150 questions à savoir si la troisième, elle était là en faux débordement, je sais pas quoi. Tu dis juste, bon, Ouais, ça, c'est non, une mais structure que je franchement, connais. Tendance c'est pas haussière, vraiment. renversement du contexte, retour, j'y vais. Voilà. Peut-être que la troisième, elle a été là, mais là, tu poses tellement de peut-être. Franchement, ce genre de situation, elle C'était est pas rare. vraiment la question, c'était pas vraiment de se dire, enfin, de se dire est-ce qu'elle était là ou là, c'était plus de dire est-ce que à Ouf, quel bah moment on regarde, de considère toute que le façon, attends. plus haut a été vraiment significatif et qu'on Donc, peut comme je te disais tout à reset l'heure, le décompte et non. Ok, bah là, encore une fois, je pense que vous vous posez une question où, ok, pour moi, ça, j'appelle ça du chaos. C'est juste de dire, tu sais, ça fait des années que j'essaye de structurer les marchés quand même, en tout cas de façon raisonnable, c'est-à-dire en sachant qu'il y a une part inhérente de chaos qui est introduite par les marchés, l'incertitude basique du marché, et en plus de ça, le fait que de retranscrire la structure technique via des indicateurs introduit aussi du bruit. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça fait des années que j'essaie de trouver une zone de confort très inconfortable qui produit suffisamment d'avantages sans introduire trop de bruit. Bon, j'aime autant dire que je me suis quand même bien fait chier. Mais c'est surtout que je ne peux pas obtenir la perfection, elle n'existe pas. Donc là, tu es dans un des cas de figure où, effectivement, peut-être que là, on n'aurait peut-être pas dû retourner les contextes. Dans ce cas-là, tu te serais jamais posé la question. Tu aurais dit ça, c'est le sommet, ça, c'est la troisième, et peu importe. Je pense que là, c'est cette zone-là qui va t'induire en erreur parce qu'ici, on a retourné les contextes. Mais pour qu'il y ait une troisième borne, là, il aurait fallu que tu casses le point bas ici. Tu vois ce que je veux dire? Chose que tu n'as pas fait. Donc pour moi, à défaut ici, c'est de dire ça, je ne peux pas le considérer comme étant ma première, parce que ça, c'est pas une troisième. Donc à défaut, je dirais première, deuxième, troisième, et voilà. Et surtout, si tu as un doute, va sur l'UT supérieur, généralement, c'est que c'est là que ça se passe. Regarde où elle est ta tendance, mon coco. C'est en hebdo que ça se passe, pas en daily. Hein. OK? Et là, probablement même que c'est carrément en mensuel, parce que quand je vois la tronche des contextes au-dessus, voilà. Donc là, déjà, c'est de dire troisième borne égale je suis en structure de tendance, parce que tu ne traites pas les troisièmes s'il n'y a pas une tendance. Mais là, c'est de dire ta troisième, elle va arriver sur l'UT supérieur. Et là, tu as déjà fait contexte à contexte, donc normalement, tu dois connaître ce truc-là. Contexte à contexte égale attention. Il y a peut-être une troisième en retard qui arrive et ça correspondra à la troisième de l'unité inférieure. Donc clairement, là, oui, si tu veux gérer ton risque baissier dans ce truc-là, il y a une action à générer ici, ouais. Est-ce que je t'ai plus embrouillé ou est-ce que j'ai répondu à ta question? non. T'en es où Attends, dans la là stratégie? j'ai bug avec mon micro, mais Ou non, ouais, non, c'est plus clair, c'est de oui, ce que je comprends, toi, tu c'est es encore dans la que faut pas stratégie de range. trop se prendre la tête Toi, tu dès es qu'on encore. perçoit un nouveau plus haut, c'est une nouvelle borne et basta. Est-ce que tu es encore blanc-vert, toi? Ouais, blanc, ouais. Ok, donc oublie la réponse que je t'ai donnée. Je t'ai donné des réponses de tendance. Mais bref, retiens que là, en l'occurrence, ici, effectivement, le doute que tu as positionné, tu te le poseras jamais quand je t'aurai appris les structures de tendance. Parce que mécaniquement, tu iras chercher la tendance principale, etc., etc., et tu verras que là, en l'occurrence, oh boy, ça, c'est vénère. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est funky. Hein. Alors ça, oh boy, faut vraiment pas acheter ça. Hein. Ça, c'est vénère. Qu'est-ce que ça a pris, ça, pendant le Covid? Ah ouais, ça a rien mangé en Covid, en plus. C'est quoi, Amgen? Ça fait quoi, ce truc? Parce que là, ou alors ça, c'est un très gros pullback. Ah oui, ok, donc ça, c'est tendance multi-time frame. Un grand classico. Mais ça, US Stock Advanced Tuesday. Non, mais ah, ok, ça, on s'en fout. C'est quoi? Health Technology. Ah, c'est une biotech. Ok. Oh, mais une biotech qui existe depuis 84, ça race. Ça fait quoi concrètement comme secteur d'activité, ça? Ça, c'est une belle tendance multi-time frame, hein, mais sans range mensuel. Ou alors, il est tellement petit que je ne le vois pas. Oh boy. Non, ça n'a jamais rangé en mensuel. Donc là, c'est vraiment le cas de figure typique hein, de la tendance multi-time frame.
mais sans range qui précède. Ça veut dire que ça, c'est le truc que vous... Bon, il faut que je vous fasse le cours sur le tendance multi-time frame. Mais bon, bref, là, ça, c'est une tendance multi-time frame. Là, vous avez les pullbacks en daily, probablement. Là, les pullbacks hebdo. Et la tendance, donc, est extrêmement excessive. Mais là, elle touche à sa fin parce que premier, deuxième suivi mensuel. Stop. Là, cassez-vous de ces trucs-là. Hein. Pas d'achat sur Amgen. Pourquoi? C'est pas à vous de savoir. C'est de la tendance multi-time frame. Trop compliqué, je vous ai pas encore fait le cours. Donc écoutez-moi, ça, vous n'achetez pas ce truc. Ça s'achète à 60$. Ça reste à l'achat, hein, mais il faut payer normalement minimum vers là. Donc c'est minimum 106. Et voilà, je dirais vers 80$, c'est là que ça se paye vraiment. Oui, ça, c'est ce qui se passe en ce moment sur différents actifs. Mais c'est de comprendre, c'est très compliqué pour naviguer les tendances multi-time frame, surtout quand elles ne sont pas précédées de range mensuel. C'est-à-dire que là, en fait, c'est une tendance daily qui crée une tendance hebdomadaire et qui crée une tendance mensuelle après. Les unes s'interfèrent à la place des autres, et c'est des éléments d'excès qui vont me permettre de savoir ça. C'est exactement ce que je spécule à ce moment sur les cryptos. De dire, il y a beaucoup de cryptos qui n'ont pas suffisamment d'historique pour stipuler des tendances mensuelles. Donc, je recherche des excès sur les tendances de degré inférieur qui me traduisent d'une probabilité de l'existence de ces tendances multi-time frame. Mais c'est vraiment spéculatif. Ah oui, alors celle-là, je l'ai vu passer. Ouais. Bah, c'est encore un gros... Pardon. Enfin, je me permettrai pas de juger, hein, mais c'est le grand classique des gros fils de pute de base. Enfin, ils sont là pour la thune. Ils savent qu'ils vont se prendre un procès, mais ils ont déjà pricé le prix du procès dans les gains. Bref, autrement dit, ils vont se retrouver au milieu d'une affaire judiciaire, mais en attendant, ça leur coûtera moins que ce qu'ils ont récupéré. Voilà. Je ne jugerai pas, mais si tu veux, au premier à vue comme ça, sans avoir les informations, je dirais que c'est une fils de puterie habituelle d'une grosse boîte, quoi. Mais voilà, moi, je ne suis pas juge et bourreau, tu vois ce que je veux dire? J'émets une hypothèse, mais je ne condamne pas le bonhomme, tu vois, je ne suis pas juge, quoi, c'est pas mon job. Donc, avant de juger, prenez le temps. Mais c'est vrai que quand je vois passer ce truc-là, bon, là, tu te dis quand même, le mec, il abuse, quoi. Tu fais pas ce genre de truc quand t'as rien à cacher. Mais c'est quoi cette histoire, là, d'aller supprimer ton compte Twitter alors que t'as vendu sur la tronche des gars? Voilà, c'est quand même, putain, un peu de tact, les gars. Quitte à arnaquer, essayez de faire ça avec classe, quoi. Enfin, tu vois, moi, j'envie la vieille époque où les arnaqueurs, ils faisaient ça avec une certaine classe. Là, aujourd'hui, les mecs, ils ont plus aucun scrupule. C'est quand même... Bon, bref, après, je juge pas. Voilà, point. Pas assez d'informations et j'ai autre chose à foutre que d'aller creuser ce genre de dossier. Bref, on s'arrête là, les cocos. Je veux pas que ça dure plus longtemps. Je mettrai le replay. Putain, 1 heure de live, voilà. Donc, on fait le point vite fait Wall Street. Donc, S&P 500, il se passe rien, comme prévu. Apple, je prévois qu'il se passe probablement rien non plus. Donc voilà, Apple, il se passe rien. Donc on verra à la fin de la session pour voir si ça clôture en gap ou non. Et dans tous les cas, il faudra attendre de voir la fin de semaine. Les niveaux à surveiller, 150, 160. Et est-ce que ça va casser le principal bottom? Si c'est le cas, vous avez un range vendeur avec 2 troisièmes bornes alignées, ça commence à sentir la merde, parce que du coup, ça se dégrade. Ok? Donc faire très attention, la première borne était vendeuse, 2 troisièmes bornes de range alignées vendeuses, généralement, c'est très mauvais signe. Ça veut dire qu'on va targeter le support majeur. Si on va chercher 140 sur Apple, parce que le support majeur sur Apple, il est à 120, voilà. 140, c'est pas un support, hein, ça c'est une merde intermédiaire. Le support majeur d'Apple, il est là ou là, quoi. Donc c'est 100... 140. C'est ce que je vous dis. Si là, on a vraiment une troisième borne vendeuse, pour moi, Apple, on va venir taper du 100$. Hein. Sauf qu'à 100$, je te laisse imaginer l'inertie du truc, quoi. Donc, je vous dis de faire gaffe sur Apple. Voilà, c'est tout. Maintenant, la situation est très baissière techniquement, mais rien n'est validé ni confirmé. Voilà, disons que tant qu'on reste sous 175, la pression est vraiment pas chouette pour Apple. Hein. Mais c'est pas fini, voilà. C'est typiquement le genre d'action, là, en 3 jours, vous avez les gamma traders qui reviennent et qui vont tirer ça à 194. C'est easy tigers, ok? On n'est pas dans une tendance, on est dans une bulle fulgurante. Et une bulle, Dieu sait que ça peut relancer bien plus de fois que tu ne le penses, si vous ne savez pas gérer le risque là-dedans. Donc pas de short, pas de call non plus, hein, vous touchez pas Apple, point. Et Bitcoin, bullish. Moi, je cherche pas, je me pose pas la question. Voilà, ok, ça marche?
Moi, c'est de dire, je n'achète plus ici, mais je vous ai dit, pour moi, il n'y a pas la moindre résistance sur ce marché. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remonter et récupérer tous les supports, je vous avais dit. Donc, voilà, là, est-ce que je me pose la question de savoir si ça va payer? Je m'en fous, je ne paye pas. Moi, j'ai payé les bottoms et j'ai déjà acheté ces niveaux avant. Je vous rappelle, moi, j'ai payé 44, puis 40. Pardon, moi j'ai payé donc 44, 40 et ici 37. Donc j'ai payé tous ces niveaux déjà. Maintenant, on va les reprendre en tant que support. C'était plus de dire, moi, à aucun moment j'ai annulé mes trades ici parce que c'était des attrapes couillons. Donc maintenant, je laisse le marché rattraper ces supports les uns après les autres. Et puis tranquillou, voilà. Moi j'ai mon plan annuel. Tant qu'on n'est pas à 59, je fais rien. Et le reste, eh ben, je m'en balèque. Le rythme que ça aura, je m'en cogne. Mais ce week-end, ils étaient encore là. Ah mon Dieu, l'Ukraine. Oh, le rebond des bitcoins et le rebond des cryptos va s'essouffler, etc. Est-ce que tu crois que j'ai vendu quoi que ce soit, moi, ce week-end? Rien touché. Et j'en ai rien à foutre. Je sais que c'est de lutter hebdo. D'accord? Donc, moi, tant qu'on frappe pas au-delà des canaux de tendance en hebdo, j'en ai rien à foutre. Donc, je sais où elles sont mes zones de gestion du risque. C'est soit on casse le plus bas sur Bitcoin, soit on va chercher là-haut. Je vois pas pourquoi on irait casser plus bas. Maintenant, si on y va, je m'inquiéterais. Mais en attendant, j'ai plutôt l'impression que c'est là-haut qu'on va. Voilà, donc je laisse au marché le temps de faire ce qu'il veut. Tu crois que je m'inquiète parce que j'ai une bougie avec une mèche haute en hebdo, alors qu'on a fait une Morning Star ici? Ah non, 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 moi je vois juste qu'en hebdo, on a fait le bottom et j'encule tous les bears. Tous ceux qui veulent vendre du Bitcoin, je leur souhaite bien du courage. Ça ne veut pas dire que moi je vais acheter. Moi j'ai acheté les bottoms. Maintenant, je regarde et je laisse les vendeurs défendre leur camp, mais je sais qu'ils techniquement, ils ont très peu de chances de réussir. Donc, je leur souhaite bien du courage. Je leur souhaite de lutter tant qu'ils peuvent. Parce qu'on va probablement leur mettre un short squeeze à un moment donné, et que c'est pas beau. La plupart des open interest sont maintenant, le ratio bull-bear sur les produits dérivés sur Bitcoin sont à la vente. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un gros open interest. J'ai eu les alertes encore l'autre jour. Je vous le mets. Voilà. Donc j'ai eu l'alerte ce matin. Ok, donc le ratio de leverage. Oula d'ailleurs. Il a bien chuté, mais il est remonté. Ah ben non, mais en fait, on n'a jamais baissé. Ah oui, d'accord, il m'a redéclenché parce qu'on est repassé dessous. Oh, ok, bon, voyez, on est toujours très largement au-dessus de 18. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'open interest aujourd'hui et du levier, c'est-à-dire du leveraged open interest. Donc, il y a encore beaucoup de traders spéculateurs. Il y en a une partie qui se sont fait un peu liquider, là. Donc, vous voyez que ça s'est produit entre le 7 et le 10. Donc, regardez ce qui s'est passé entre le 7 et le 10. On va voir. Voilà, donc entre le 7 et le 10, on a raclé un peu de monde sur les positions leveragées. On a raclé qui, à votre avis? Des acheteurs ou des vendeurs? On a dégommé un tout petit peu de vendeurs, mais il y a encore toujours beaucoup de leviers. Donc, je le maintiens, d'accord? On n'a pas encore short squeezé dans ce marché, et je suis persuadé qu'on va finir par le faire. Comment et quand, je m'en fous. Est-ce qu'on va essayer de construire, j'en ai vu certains me sortir des épaules tête-épaule, mais je m'en fous, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'on va faire une épaule tête-épaule, je m'en branle de comment ils vont justifier ça. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'en ai rien à foutre tant qu'on ne vient pas chercher ce contexte. Ça marche? Donc, moi, c'est clôture sous ça ou venir taper ça. Et tant qu'on fait ni l'un ni l'autre, eh ben, je laisse parler les cons. Je préfère être franc. Ça ne veut pas dire j'encule les bears. Ça veut dire, moi, je suis positionné contre eux et je pense que j'ai statistiquement beaucoup plus de chances qu'eux d'avoir raison. Moi, je crois mes statistiques, mais je ne crois pas ma boule de cristal. C'est tout. Ma boule de cristal, elle dit que si on va clôturer là-dessous, j'ai des soucis à me faire, oui. Mes probabilités, je pense que je vais les bouffer, les bears. Enfin, ceux qui pensent qu'on va là plus que là, moi, je pense que je prends sans hésiter les paris contre eux. Mais pas sur la zone de prix actuelle. Voilà, c'est de dire, là, aujourd'hui, est-ce que je prendrai le pari qu'on va là ou qu'on va là? Je m'en cogne. Donc oui, le Bitcoin, il peut passer du temps ici, mais je sais que d'un point de vue probabilité, on a beaucoup plus de chances d'aller là que là, oui. Clairement. Mais j'ai déjà pris des paris sur cette zone. Donc, reprendre des paris sur les mêmes zones de prix, je ne vois pas l'intérêt. Ce serait augmenter mon propre levier sur des ratios 1 pour 1. Moi, je joue Bitcoin en hebdo, voire en mensuel. Qu'est-ce que je m'en cogne de ce qu'on fait à court terme? Ça vous va sous cette forme-là? Voilà. Moi, je vous le dis, perso, en ce moment, ce que je fais, c'est repondérer les portefeuilles, principalement chez Nexo. Donc, je suis très content que Nexo ait ramené du Atom. Comme ça, les atomes spéculatifs que j'ai, je peux enfin les avoir 100% liquides avec un rendement de 8%. C'est quand même pas débile et pas dégueu. Je suis très content, moi, que Nexo ait rajouté Atom. Ça fait des mois que j'attends qu'ils fassent ça. Ça veut dire que je peux être rémunéré sur les jetons que je garde en liquidité. C'est-à-dire que j'ai une partie d'Atom qui sont clairement stakés, etc. pour les revenus.
et pour les airdrops et tout ça. Mais la partie d'atomes liquides que j'ai, eh ben, au moins maintenant, elle peut rapporter. Et ça, je suis bien content. Voilà. Non, il faut les acheter sur Nexo. Ça veut dire que si vous en avez très peu, vous ne le faites pas parce que c'est pas rentable. D'accord? Parce que Nexo n'accepte les déposits que via des ERC20. Donc ça veut dire qu'il faut que vous fassiez des transferts en ERC20. Dieu sait que ça coûte une petite blindasse. Moi, ce que je fais, c'est que je vends mes atomes pour récupérer de l'USDT ou de l'USDC. J'envoie l'USDC sur Nexo et je rachète sur Nexo. Il faut savoir qu'en plus, Nexo fait un markup sur le prix. Donc, pour que ces transferts aient un intérêt réel, il faut vraiment que vous ayez pas mal d'atomes. Sinon, ça ne sert à rien, ça vous coûte plus cher en USDT, plus en markup à l'intérieur de machin. Donc, ne le faites pas, ok? Ah oui, l'UST, putain, pourquoi j'y ai pas pensé, tiens, à passer par l'UST. Mais je sais pas s'ils ont une pool UST Atom, hein. Je suis pas certain. Je pense pas. Je suis sûr que non d'ailleurs. Si tu veux passer sur Atom via Nexos, ils le font que si tu as Bitcoin, Ethereum ou Tether. C'est sûr puisque je l'ai fait il y a quelques jours. Donc, ça veut dire que si tu envoies UST, il va falloir faire UST, USDT derrière, donc markup, puis derrière USDT Atom, deuxième markup. Donc voilà. Par contre, au moins, tu n'as plus à payer le RC20, si tu veux. USDC, non. Non. C'est USDT, Ether et Bitcoin. Mais c'est comme tout. Ils font un bootstrap d'abord de la liquidité, ils créent leur première pool, et après, ils vont diversifier. Et petit à petit, vous aurez de plus en plus d'actifs supportés pour ces produits-là. Voilà. Petit à petit. Easy. Un markup, bah, c'est de dire, regarde le prix du marché d'un échange Atom USDT et regarde le prix auquel il est proposé chez Nexo. Tu verras qu'il y a un gros markup. Il faut savoir qu'ils te mettent 0,5 de cashback. Donc en soi, il faut que tu regardes, d'accord? En général, le markup chez Nexo, il est entre 0,5 et 1%. Je l'ai rarement vu au-delà d'1%. Donc ça veut dire que tu payes 1% de plus que le prix du marché, entre 0,5 et 1%, mais il te file 0,5 de cashback. Donc grosso merdo, si tu es premium, enfin premium, comment ils appellent ça déjà? Platinum. Si tu es platinum chez eux, tu as 0,5 de cashback, ok? Qui compense le markup qu'ils te mettent. Grosso merdo, il y a quand même des frais de transaction, hein, parce que c'est pas gratuit de swapper non plus, mais ça reste en lien avec ce que tu auras ailleurs, quoi. Voilà, c'est pas beaucoup plus cher. Donc, swapper à l'intérieur de Nexo, c'est faisable uniquement si tu as le Platinum. Et je vous le donne en mille, hein, je leur pète les couilles au service commercial de Nexo, et vous pouvez faire pareil. Ils vont nous mettre bientôt des ordres limites. C'est-à-dire qu'on va pouvoir spécifier à quel prix on veut rentrer chez Nexo. Là, je te jure que ça va être banqueroute, hein. Parce que tout simplement, Nexo, c'est ni plus ni moins qu'un exchange centralisé, hein. Mais les fonctionnalités sont limitées. Donc si Nexo met en place les ordres limites, je te raconte pas, je vois personnellement plus beaucoup d'intérêt à être sur les exchanges. Enfin, pour les débutants, tu vois, Nexo, c'est très user-friendly. Moi, envoyer par exemple mes amis sur Binance, j'y réfléchis à 2 fois. Mais maintenant que tous les bons actifs sont chez Nexo, que c'est facile d'utilisation, que ça coûte un peu plus cher, mais bon, pas tant que ça non plus quand tu es Platinum, c'est sûr que les néophytes, je préfère les envoyer chez Nexo que chez Binance, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et en plus, ils reçoivent un petit rendement, etc. Donc voilà. N'oubliez pas que Nexo, il y a quand même un risque, hein, d'accord? Rien n'est jamais gratuit. Si tu reçois 8%, c'est parce qu'ils réhypothèquent tes fonds, donc ça veut dire qu'il y a une tierce partie qui est introduite, etc. Donc il y a une probabilité que vous ne soyez pas remboursé. Enfin remboursé, que vous soyez collatéralisé par rien. Maintenant, ils sont audités en temps réel par une firme américaine, donc bon, c'est quand même pas... Il y a toujours un risque. Le risque zéro n'existe pas, donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Et je ne suis pas payé par Nexo, hein. Je sais... ni par Atom d'ailleurs. Celle-là, elle est pas mal quand même. Merde, j'ai toujours pas arrêté le replay. Oh putain. Attendez. Désolé pour ceux qui sont en replay, je pensais vous avoir arrêté depuis tout à l'heure.